Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous mes états, et la guerre dans tous ces états, la guerre, oui, puisqu'il faut l'appeler par son nom, entre la Russie et l'Ukraine, avec l'invasion effectivement de l'Ukraine, avec évidemment des forces très très inégales, c'est le moins que l'on puisse dire, mais qu'il en est. Alors du matin au soir, on vous en parle, on prend parti, on est pour cela, et puis l'Europe a commencé un certain nombre de boycotts, SWIFT, le boycott économique, les contreparties. On va en parler avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac, qui est fondateur de Place d'Armes, qui est ancien capitaine de gendarmerie, et dont on avait beaucoup parlé lors de la lettre au gouvernement, lettre signée par des militaires, des généraux à la retraite, et qui faisait état de ce qui se passait en France. Quid aujourd'hui, la France a-t-elle à prendre officiellement parti dans cette guerre ? Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. On est avec qui hier, donc, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est adressé à la nation par le biais des médias, et notamment il a dit ceci. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Alors, quand même, il y a quelque chose qu'on voudrait rappeler au président de la République, qui, je suis sûr qu'on l'a vraiment aidé à faire ce discours, c'est normal, on lui a donné des tas de conseils. Et n'a-t-il point quelques historiens et des historiens récents avec lui? Depuis quelques décennies, en 99, quand il y a eu les bombardements de l'OTAN sur l'ex-Yougoslavie et la création du Kosovo, et quand il y a eu la guerre en Tchétchénie, etc., c'était pas des zones de conflit? C'était pas déjà, et c'était pas en Europe, non, c'était pas, et je ne parlerai pas du reste, ni de la Libye, ni du Yémen, ni de la Syrie, ni d'Irak, ça c'était pas en Europe. Donc, allez, passons par profits et pertes. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, on vous avait déjà reçu avec plaisir, au moment où vous avez écrit, vous et un certain nombre de personnes, cette fameuse lettre au gouvernement, c'était en avril dernier, très exactement. Et là, vous faisiez état de votre inquiétude collective à l'égard de la France, qui, disait-on, n'est pas vraiment gouvernée. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. On en avait longuement parlé. Et surtout de cette France en danger de partition, en danger d'archipélisation, en danger de libanisation, etc., etc. Où on en est aujourd'hui avec cette lettre? Vous avez eu combien de signatures, en fait? Alors, on a arrêté les signatures, mais on en avait 27 000 signatures d'anciens militaires, 61 généraux, et on avait à peu près 75 000 civils, puisqu'on a ouvert un site qui s'appelait Les Amis de Place d'Armes. Et aujourd'hui, on a à peu près 100 000 signatures, mais on a arrêté parce qu'à un moment donné, c'était plus de mise. Et puis de toute façon, ça avait fait sa carrière, et puis voilà. Absolument. Et ça n'a rien changé, malheureusement, comme les pétitions. Non, on n'a pas été écouté. On a été insulté, c'est tout. Oui, vous avez été insulté, mais pas écouté. Voilà, il n'y a eu aucune suite. Alors aujourd'hui, effectivement, l'ex-militaire que vous êtes, et beaucoup d'autres, vous avez signé effectivement un article, une chronique signée par votre vice-président pour une France non alignée. Alors par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, j'aimerais que vous disiez votre sentiment, et à d'autres de vos camarades ou de vos collègues. Alors la France a à prendre parti ou pas, à votre avis, dans ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine? Pour le moment. La France, pour moi, n'a pas à prendre parti pour une raison très simple, c'est qu'on peut être, à un moment donné, amené à aller très loin. Je voudrais reprendre quand même un sondage que j'ai vu qui me paraît ahurissant. 70% des Français sont contre une intervention. Très bien. 30% sont pour une intervention militaire. Une intervention militaire, je vais vous donner quelques chiffres. Nous avons 400 chars. Les Russes ont plus de 6000 chars. Nous avons 1000 avions. Les Russes ont plus de 4000 avions. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, raison garder. Moi, je suis pas pour mourir pour Danzig ou pour mourir pour Kiev. Je suis pour mourir pour la France. J'ai toujours été prêt à mourir pour mon pays. Je suis pas prêt à mourir pour des problèmes diplomatiques
parce que là, nous allons arriver à des problèmes diplomatiques. C'est évident que cette guerre ne va pas continuer comme ça. Je voudrais faire 3 observations sur cette guerre. Oui, allez-y. La première... Juste un mot, pardon. Oui, mais on pourrait dire, vous dites ça pour la France, vous avez comparé les chiffres, là. Et puis, s'il y avait toute l'Europe, ça changerait quelque chose? Oui, mais vous savez très bien qu'au niveau de l'Europe, il n'y a pas d'armée à part l'armée française. C'est l'armée française qui est aujourd'hui... L'Angleterre n'étant plus dans l'Union européenne, en plus. Voilà. Donc, le reste, je les vois mal derrière. Ça serait l'armée française. Et l'armée française, je vous le signale et vous le savez, elle est occupée au Sahel. Une partie, 5000 hommes sont occupés au Sahel. L'armée de terre française, c'est le Stade de France. Enfin, l'armée française, l'armée de terre efficace. Efficace, oui. Hein, c'est-à-dire 80 000 personnes. Donc il faut quand même prendre en considération tout ça. Alors faire mourir des gens, c'est très bien. Monsieur Bernard-Henri Lévy, je pense pas que c'est lui qui va mettre un casque et qui va en premier prendre une Kalachnikov ou un lance-roquette. On n'est plus autant de Romain Gary et non, je crois pas. Des autres. Hein. Je crois pas. C'est armons-nous et partez. Hein, c'est pas. Voilà. Mais alors revenons à la guerre. Vous dites, vous voulez faire 3 observations sur ce qui se passe actuellement. Alors, la première observation que je voudrais faire, c'est on dit. Les Russes ont face à eux une résistance héroïque. Ils avancent, ils sont obligés d'avancer très doucement. Mais les Russes avancent très doucement parce qu'ils ne veulent pas d'une guerre à haute intensité. Ils ne veulent pas d'une guerre totale, qui à ce moment-là mènerait à un massacre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que aussi bien du côté ukrainien que du côté russe, ils se disent frères et ils sont frères. Moi, mes amis que je connaissais qui étaient sur Odessa, le père était russe et la mère était ukrainienne. Et ça, c'est une chose qui est généralisée. Donc, c'est ridicule. Donc, évidemment que les Russes ne vont pas vite. D'ailleurs, vous le voyez, combien il y a de morts? On vous apprend, là, il y a 20 morts, là, il y a 30 morts. Si c'était une guerre à haute intensité, on les compterait par milliers. De morts, bien sûr. Ça, c'est la première. Oui. Et puis ensuite, deuxième... Alors, deuxième, je voudrais quand même, c'est très intéressant parce que je voudrais que les gens se posent cette question. L'Allemagne a décidé de mettre plus de 100 milliards dans le domaine militaire. L'Allemagne qui était son armement, oui, l'Allemagne. Son armement, oui. Mais à elle. À elle, absolument. Pas pour l'Union européenne, à elle. Oui. L'Allemagne était un nain militaire. Et l'Allemagne était un géant économique. Économique, bien sûr. Elle va devenir un géant militaire. Or, on sait très bien une chose, c'est que les Américains regardent plus aujourd'hui vers l'Asie que vers l'Europe. Par conséquent, qu'est-ce qui se passera demain? Parce que c'est plus de 100 milliards. Ça va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il faut du temps pour monter ceci. Donc on va avoir une structure militaire, une force militaire considérable de l'Allemagne. On n'est plus en 40-44 quand même. Absolument. Mais non, mais c'est pas du tout que je crains l'Allemagne. Mais je veux dire que la puissance de l'Allemagne va être totale à ce moment-là. Ça sera plus simplement avant on disait l'Allemagne économique, mais militaire. Voilà. Donc ça c'est aussi une chose à réfléchir. Et la dernière qui me paraît là aussi dramatique, c'est que l'Europe est en train et la France est en train de livrer des armes létales. Elle est en train de livrer des missiles. Or on a en face, parmi les troupes russes, les Tchétchènes. Les Tchétchènes sont des musulmans. Ce ne sont pas des djihadistes, c'est vrai. Ouais. Mais ce sont des roublards. Ce sont des guerriers très durs. Ce sont des gens qui sont capables de massacres. Et si certaines de ces armes leur tombaient entre les mains, vous ne croyez pas qu'ils seraient capables d'en vendre à des djihadistes? Je ne vois pas pourquoi. Non pas parce qu'ils sont d'accord avec eux, mais tout simplement pour faire du bénéfice. Donc il faut faire très attention quand vous envoyez des armes. Parce que ces armes peuvent très bien se retourner contre vous. Et ça, je crois que dans l'euphorie qui a suivi le moment où on a décidé qu'il y avait le méchant d'un côté, l'Ukraine les Russes, et de l'autre côté les bons, l'Ukrainien, on n'a pas pensé à ça. Or ça me paraît très important. Et vous aviez, alors ce sont 3 points que vous soulignez, effectivement, et à vous et aux auditeurs, effectivement, de se faire une opinion, et c'est important de parler de tout. Je le dis, c'est ce qu'on fait ici. Vous m'avez dit que vous aviez un souvenir d'Odessa. Vous connaissez l'Ukraine, oui. Absolument. Je connais l'Ukraine et notamment je connais Odessa où j'ai été 2 fois, où j'ai des amis. Et je voudrais quand même rappeler une chose dont les médias occidentaux ont très peu parlé. C'est que le 2 mai 2014, il y avait une manifestation. Vous savez, c'était l'époque de Maïdan. Oui. Donc il y avait les pro-russes. Oui, c'était les grandes manifestations pour la liberté. Il y avait les pro-russes et les anti-russes. D'ailleurs, je vais vous dire une chose.
moi, j'ai connu l'Ukraine avant, dans les années 2000, et à Odessa, on ne parlait pas ukrainien. On parlait russe. Mmh. Ah, bon, les choses ont changé. Aujourd'hui, je reconnais que c'est plus le cas. Mais Bien cette sûr. époque, c'était comme ça. Donc, en 2014, il y a eu des manifestations contre Maïdan, pro-russe, et un certain nombre de ces manifestants ont été bloqués dans la maison des syndicats, en plein centre-ville. Et, en plein centre d'Odessa. En plein centre d'Odessa. Et là, ils ont été bloqués par les manifestants pro-ukrainiens de Maïdan. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'on les a bloqués, on a lancé des cocktails Molotov, on a mis le feu, et il y a 48 personnes qui sont mortes, dont certains sont morts en sautant par les fenêtres et ont été massacrés par les gens du Maïdan à l'extérieur. D'ailleurs, il y avait des femmes. Alors quand je vois une femme qui vient à la télévision nous expliquer comment il faut sauvegarder l'Ukraine, je veux bien. Ça me paraît une bonne chose, mais en même temps, il ne faudrait pas oublier que ces femmes-là ont joué un rôle, parce que vous savez, c'est parti d'Ukraine. D'ailleurs, la dirigeante était ukrainienne. Voilà. Oui, non, ne confondons pas aussi, enfin, il y a les Femen, il y a les combats des Femen et le reste, mais c'est vrai que... Mais il y en avait, ils prennent position. Important. On va se retrouver, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, avec vous après cette petite pause. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et à tous ceux qui étaient bien contents de ne plus entendre parler du Covid, je vous annonce simplement que le pass vaccinal sera levé le 14 mars et Jean Castex va l'annoncer dans quelques minutes et puis on reprend notre émission. Alors voilà, justement, écoute, non, c'est très très bien, écoutez, de dire que le pass vaccinal va être supprimé, puisque ça va vous arranger, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, puisque vous prévoyez une marche à Paris le 26 mars prochain. Et alors, en fait, vous faites ça pour poser des questions aux candidats à l'Élysée. Et vous ne savez pas encore si la manifestation est autorisée ou pas, je crois. Nous, on a déposé légalement et généralement, on nous a dit que de toute façon, il fallait 15 jours. C'est-à-dire qu'avant 15 jours, on n'aurait pas... Mais a priori... il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être vu l'article dans le Parisien. A priori, il n'y a pas de problème. Nous sommes légalistes et par conséquent, je ne vois pas le problème que ça pourrait poser derrière. Alors, en fait, très rapidement, qu'est-ce que vous allez demander là? Vous faites cette marche pourquoi? Alors, on fait cette marche pour 4 raisons. La première, c'est une notion de liberté. Je ne m'étendrai pas dessus. Le pass vaccinal, je vois qu'il vient de tomber. Alléluia. Ça va nous permettre d'avoir des gens qui vont pouvoir prendre le train alors qu'avant, c'était plus compliqué. La deuxième, c'est la notion de délitement. Moi, j'avais mis dans la lettre 4 fois la notion de délitement. Cette notion de délitement, elle est évidemment très forte par rapport à l'insécurité qui règne. Et je vois qu'en un an, elle n'a pas bougé. Je dirais même, elle s'est encore accentuée. Hein, on voit les mineurs immigrés qui sont là, qui sont ni mineurs d'ailleurs, ni migrants à peine. Donc, d'accord. Ça, c'est aussi troisième raison, troisième point. Alors, ensuite, il y a le problème historique. Vous savez que le 19 mars, ça sera le 60e anniversaire des accords d'Évian. Donc on ne pouvait pas faire ça le 19 mars, donc nous on le fait une semaine après, c'est-à-dire le 25. Mais nous allons demander aux anciens combattants de ne pas manifester le 19 mars et justement de manifester avec nous, de marcher avec nous le 26. Et quatrième. Et la quatrième, ça rejoint un petit peu le problème actuel, c'est-à-dire que moi, je veux bien mourir pour la France, nous voulons bien mourir pour la France. Mais nous ne voulons pas mourir pour des politiques qui généralement changent d'avis tous les 36, nous permettent, et on l'a vu avec l'Indochine, on l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec l'Afghanistan, qui à un moment donné changent à 180 degrés d'options, et derrière il y a des morts. Et ça, c'est pas pensable. C'est pas pensable qu'on dise, comme Monsieur BHL, qu'on dise à un moment donné, faut y aller, faut se battre. Je veux dire, c'est toujours problématique la vie d'un homme, qu'il soit militaire ou pas militaire. Mais alors justement, par rapport à ça, on voudrait comprendre votre sentiment. Hier, Emmanuel Macron a dit, nous ne sommes pas, il a répété, nous ne sommes pas en guerre pour la Russie. Il a mis, on prend un drapeau ukrainien à côté du drapeau français, mais nous soutenons l'Ukraine, très bien. Et puis vous avez remarqué une chose, c'est-à-dire que c'est
tout le monde aujourd'hui parle de défendre la souveraineté de l'Ukraine dans ses frontières sûres et reconnues, comme on dit. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce retour du souverainisme, Jean-Pierre Bernadac? Moi, j'en suis très heureux. Sauf que j'aimerais d'abord qu'il parle de la souveraineté de la France. Or, il parle de la souveraineté de l'Europe, il parle de la souveraineté de l'Ukraine, mais la notion de souveraineté, c'est pas un souverainiste. Il n'a jamais dit qu'il était souverainiste, au contraire. C'est clair. Donc, par conséquent, ce qui est le fondamental, l'enracinement majeur, c'est-à-dire notre pays, il n'en parle pas et il préfère aller faire ça à 2000 kilomètres de chez nous. Et je trouve ça complètement perturbant. C'est même angoissant. Un président de la République doit pas d'abord parler de son pays, de sa patrie, et pas de ça. Et ça, c'est quand même dramatique. Et alors justement, pour vous, donc, vous l'avez dit dans la première partie de notre entretien, vous êtes pour un non-alignement. C'est-à-dire, on n'a pas, la France, pour vous, n'a pas à prendre parti dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a quand même des dégâts humains, il y a quand même vous avez vu 1 million de réfugiés actuellement. Vous, parlant, qu'est-ce qu'on fait? On accueille personne? On fait quoi? Moi, je pense qu'il faut être prudent. On peut accueillir, parce que le problème humain reste un problème humain, et absolument, par conséquent, et partout, on peut accueillir. Mais si vous voulez, il faudrait pas que derrière ceci, comme d'habitude, il y ait des gens qui viennent parce qu'ils profitent du mouvement pour venir. Et donc, par conséquent, on doit trier un maximum ce genre de personnes. Et sinon, pour moi, j'ai trop d'amis ukrainiens pour ne pas dire venez en France. Mais je veux pas accueillir non plus toute l'Ukraine. N'oubliez pas que le pays essentiellement qui accueille l'Ukraine, c'est quand même la Pologne, parce que la Pologne a des liens très forts avec l'Ukraine, du moins avec une partie de l'Ukraine. Faut pas oublier que l'Ukraine, elle est vraiment divisée en deux. Il y a une Ukraine occidentalisée qui a été lituanienne, qui a été polonaise, et une Ukraine russe. Et ça, on peut pas l'oublier. C'est évident. Et en fait, c'est parce qu'on n'a peut-être pas tenu compte de ça qu'on en est là aujourd'hui aussi. Hein. Mais, est-ce que vous entendez sur les chaînes de télévision ou de radio rappeler ça? On dit les Ukrainiens. Non, c'est pas les Ukrainiens. C'est les Ukrainiens qui sont sur cette partie occidentalisée, c'est cela. Et je rappelle, la meilleure preuve, c'est que là, en Crimée, on peut pas dire qu'il y a eu des manifestations populaires hostiles quand les Russes ont repris la Crimée. Absolument. C'est vrai. Alors, il y a tout ça, et il y a une Ukraine, effectivement, et c'est pour ça que nous sommes évidemment hostiles à cette invasion générale. L'Ukraine doit être respectée en tant que nation autonome et nation existante. Juste un mot. Pour vous, l'OTAN, ça a encore un sens, ou ça retrouve le sens, puisque l'OTAN avait été créée du temps de la guerre froide. Et juste un mot, Jean-Pierre Bernadac, est-ce qu'on est de retour, plus ou moins, à la guerre froide aujourd'hui? Évidemment qu'il n'a rien à voir avec celle d'avant, mais quand même. Dans les dires, oui. Dans les faits, je pense que non. Dans les dires, oui, parce que on essaye de nous faire croire que, en fin de compte, cette notion de pays, cette notion d'enracinement, tout ça disparaît, et que l'Union européenne, l'OTAN, toutes ces grandes structures sont les structures qui sont essentielles aujourd'hui. Moi, je crois pas. Je crois qu'au contraire, l'Ukraine se bat non pas au nom de l'Europe, elle se bat d'abord au nom de sa patrie. Et puis je vais vous dire, ce que veulent aujourd'hui les Ukrainiens, quels qu'ils soient, c'est la paix. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. C'est pas la guerre. Ils n'ont pas envie de faire la guerre. Ils ont envie de faire la paix. Ils ont envie de faire la paix de telle manière à pouvoir vivre de nouveau. Et tout ce qui est fait dans le sens de les faire monter, de mettre de l'huile sur le feu. Hein. Exactement. Me paraît dramatique. Dramatique. Merci Jean-Pierre Bernadac, et on suivra la manifestation du 26 mars. On se tiendra au courant. Merci beaucoup.